Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de notre célèbre rédacteur spécialiste de l'endurance et du portugais, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ouais, c'est vrai, là, retour Portugal, retour à la case départ. Il faut que je me remette à la bonne heure. À la casa. Bon, j'ai recalé ma montre et on est parti, on switch et on repasse sur l'endurance parce que c'est vrai que j'ai eu un week-end voiture d'endurance, mais aussi un peu de Formule 1. Enfin, on a eu un week-end assez similaire tous les deux, je crois. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais en Bourgogne, toi, t'étais au Portugal. Donc, effectivement, on va traverser l'Atlantique, nous deux, pour se retrouver, évidemment, pour le 79e numéro de notre podcast. Eh bien, aux États-Unis, on va revenir sur la saison 2025 d'IMSA et nous présenter, évidemment, eh bien, la finale de ce championnat américain d'endurance. On avait fait quand même un petit épisode de mi-saison cet été. On avait fait le point. Eh bien, là, il est temps de s'intéresser à Petit Le Mans, une finale qui s'annonce vraiment très disputée. Et en plus d'être la finale de la saison 2025 de l'IMSA, elle est aussi l'ultime manche de la Michelin Endurance Cup, un week-end qui sent bon la Sarthe et la France finalement, au vu du nom bien sûr, Petit Le Mans. On va revenir sur l'historique de cette épreuve et vous le savez, dans l'Endurance Club, eh bien, on va vous donner des chiffres, des infos, insolites ou non, des petites statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et c'est donc, je le disais, la finale de cette 55e saison de l'histoire de l'IMSA, la 12e saison moderne depuis la fusion ALMS Grand Dame. Et donc, c'est important de se dire ce qui s'est passé aux États-Unis depuis l'épreuve de Mosport. Donc, c'est le sommaire de notre numéro de cette semaine. On va faire un petit point au championnat dans les 4 catégories avant la finale de Petit Le Mans, les enjeux de cette 28e édition de Petit Le Mans, les engagés, les favoris, les voitures qu'il va falloir suivre. Et puis, on va évidemment conclure ce numéro avec C'est quoi ton actu et la top question, de plus en plus appréciée, la top question de la semaine. Je vous dis, elle a plu, il y a eu pas mal de bonnes réponses, donc on va vous féliciter, mesdames et messieurs, pour votre engagement et vos connaissances aussi, tout simplement, dans cette histoire de l'endurance. De plus en plus, on vient justement eh bien, partager ensemble cette expertise et cette passion que nous avons pour cette discipline. Alors, c'est toujours un plaisir, on l'imagine en tout cas, de suivre cette finale à Road Atlanta, Petit Le Mans. Est-ce que c'est le cas pour toi, Geoffroy? Est-ce que c'est une course que tu apprécies beaucoup? Est-ce que c'est finalement un rendez-vous que tu apprécies plus que les 24 heures Daytona ou que les 12 heures de Sebring? Oh là, tu me demandes tout de suite de faire un Tout de comparo. suite. Alors, je les mets sur un niveau différent parce que, en fait, j'aime beaucoup, je crois que j'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup Daytona parce que c'est vraiment le lancement de la saison et ça y est, on s'y remet, on va aller à Rétromobile dans quelques jours après. Il y a ce côté lancement. Sebring, j'aime beaucoup aussi parce qu'il y a un format plus court, donc c'est sympa aussi, hein, quand il y a des courses d'endurance qui font pas 24 heures, c'est bien aussi. Et j'aime beaucoup Sebring parce qu'il y a ce prolongement. Pour moi, c'est un peu les deux épreuves qui se complètent parfaitement, comme on dit, hein, les 36 heures de Floride entre Daytona et Sebring. Il y a beaucoup de parallèles à faire, le décor, enfin bref, la Floride, tout ça, j'aime beaucoup. Le Petit Le Mans. D'ailleurs, Ouais. je rebondis, c'est vrai qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec 2 courses d'endurance mythiques. Il faut attendre la fin de saison pour avoir justement Petit Le Mans. Ouais, et le Petit Le Mans, moi, moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, évidemment, parce que j'avais suivi en 98 quand il y a eu la première édition, quand ça s'est lancé. Eh oui. Ça me faisait vraiment rêver, ça m'interloquait et ça me faisait rêver. Ça m'interloquait c'est dans le le nom. sens où, en fait, ouais, le fait qu'ils utilisent le nom, le Petit Le Mans, je me souviens, ils galéraient, Don Pano, c'était Petit Le Mans, à le dire, tu vois, et en fait, je me disais, ouais, on a un truc en France qui est énorme, qui inspire des Américains, qui reprennent le nom. Je comprenais pas trop, attends, comment ça, un Petit Le Mans, ils ont recréé à la façon Disney, ils ont fait un petit village du Mans, un petit circuit. Bon, en fait, non, c'est pas exactement ça, mais ouais, non, c'est une course que j'attends toujours, évidemment. Un peu moins, peut-être, depuis l'ère moderne, enfin, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'était un rendez-vous que j'attendais beaucoup, grandes années American Le Mans Series, que j'attendais aussi fin d'époque LMP1, enfin, comment dire, Mais oui, avant, parce avant qu'on le WEC, va, quoi, on tu va y vois. revenir. Ouais, Non, avant mais le je WEC et comprends l'IMC, parce quoi. que c'était quand même un rendez-vous où on avait la réunion des meilleurs de chaque continent. J'avais cette impression-là en tout cas. Ouais, c'est ça. En fait, c'était le truc où on avait moins cette. Là, on a eu le rapprochement, la convergence entre l'IMSA et la CO pour avoir un règlement qui permet à des voitures de se battre sur tous les continents.
Bon, techniquement, les hypercars, il n'y en a quand même pas des masses, les LMH, pardon, il n'y en a pas, quand même pas beaucoup aux États-Unis. Et puis en vrai, oui et non, enfin, le Petit Le Mans, ça reste une épreuve très américano-américaine, avec les concurrents réguliers du championnat IMSA. On n'a pas 10 ou 15 wildcards qui sont distribués à des concurrents qui font le WEC. Donc, en fait, cette convergence, elle existe sur le plan technique, mais sur le plan des championnats, c'est quand même très, très hermétique. Et je trouve ça dommage parce que, ouais, moi j'aimais bien quand justement, tu avais ce contingent européen qui venait. C'était mixé avec le LMS et l'Intercontinental Le Mans Cup pendant plusieurs années. Et puis, enfin voilà, moi j'aimais bien cette mixité, quoi. Ça a été le cas en 2001. Si on veut être précis, il y avait 2001 où c'était à la fois l'ALMS et le LMS. Alors, en 2001, c'était l'European Le Mans Series, pas vraiment comme on le connaît actuellement. C'était la version organisée par Don Panos. Et après, ils ont fait 2010-2011, je crois aussi. Même 2012 aussi. 11-12, non? C'est pas ça, je sais plus. En 2012, c'était une course qui faisait partie du championnat européen Le Mans Series. Incroyable. Ouais, parce qu'ils avaient pas assez de courses, il y avait pas assez de concurrents, je crois. Et en gros, ils leur avaient payé le billet d'avion pour aller faire une manche au Petit Le Mans. Enfin, c'était un peu nébuleux le LMS 2012. Mais moi j'aimais bien en tout cas. Mais Sebring a longtemps eu cette tradition aussi. Daytona, un peu moins, quoique si Daytona, mais Sebring avait cette tradition de. On a vu des 908 rouler là-bas, des Audi, etc. C'est vrai. Qui faisait que cette manche et pas le championnat intégral. Enfin, sauf si je dis une bêtise, mais je pense pas que Peugeot se soit inscrit à la saison en American Le Mans Series. Donc, j'ai pas souvenir. Ouais, donc voilà, c'est ça. C'était un petit picking que j'aimais bien. Bon, voilà, on peut le regretter un peu. J'aimerais bien avoir des concurrents. Ouais, les Toyota par exemple. Ah oui, ça serait génial qu'ils viennent faire un one-off. Les Ferrari, il y aurait du sens aussi. En fait, on a l'Aston Martin Valkyrie, qui est une LMH, c'est la seule engagée, donc ça sera la 23 ce week-end. On a à côté les Porsche 963 qui sont des LMDH, on a les Cadillac, bien sûr, V-Series R, on a les BM M Hybrid V8, et on a Acura ARX 06 et une Lamborghini SC63, peut-être la dernière apparition de cette voiture de la Lamborghini. Malheureusement, je dirais, parce que j'aime bien la variété, mais cette année, on l'a quand même beaucoup moins vue et elle n'a fait que les courses d'endurance. On l'a beaucoup moins vu, effectivement. Et oui, c'est un peu. Je sais pas si c'est le jubilé, si c'est officiel. C'est pas officiel, hein. Ils ont encore l'espoir d'attirer une équipe en 2027. 2026, on sait que ça ne roulera pas. 2027, l'idée, ça serait d'avoir une équipe qui ait les reins solides pour engager la voiture et la développer. Mais ça, normalement, j'ai envie de dire à Lamborghini, c'est un peu le rôle d'un constructeur, non? Mais c'est marrant, ce truc de. C'est pas mal. On développe la voiture, on fait bosser Ligier, et puis si vous voulez une équipe comme ça privée là, vous engagez notre voiture puis vous la développez. Hein, comme ça c'est pas mal. C'est le même niveau d'amateurisme que chez Isotta Fraschini. Ah non. Oui, mais Isotta Fraschini, ils avaient pas les reins aussi solides que Lamborghini. Tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu différent. Je peux comprendre mieux ce qu'Isotta Fraschini avait en tête. Lamborghini, ils ont de l'argent. Je veux dire, s'ils voulaient venir en compétition vraiment, ils le feraient. Bah oui, mais pourquoi ils le font pas? C'est ridicule. Mon silence veut tout dire. Je sais pas. Tu sais que pour moi, c'est vraiment une énigme ce programme Lamborghini parce que moi, j'y ai cru. En plus, j'avais eu la chance d'avoir des échanges dans un moment assez tôt en plus dans le programme avec Sana, avec Giorgio Sana, le boss de Lamborghini à l'époque, la Squadra Corse plutôt. Et dans un moment où c'était vraiment encore embryonnaire et j'avais plein d'infos et il y avait une vraie volonté d'avoir un produit maison, de sortir une caisse avec un bloc moteur qui soit pas dérivé de chez Audi. Enfin, tu vois, vraiment d'avoir un truc ADN Lamborghini. Non, mais après, Giorgio Sana, il a été éjecté, il a été remercié, justement de ce programme. Il a été remercié le jour où le programme a commencé à rouler. Donc ça, j'ai pas compris déjà. Et ensuite, il manquait un truc, je sais pas, quand ça va sur la piste, c'est là où il faut quand même continuer à mettre des billets, c'est là où il faut développer. Je sais pas s'ils se sentent un peu, comment dire, ils sont peut-être sentis chez Lamborghini débordés par l'enjeu et ils se sont dit bon, on va continuer à faire du GT parce que ça rentre de l'argent dans les caisses. Continuer aussi notre petite formule monotype qui est quand même sympa. Là, en fait, on s'est peut-être aventuré dans un truc qui nous dépasse et c'est dommage parce que vraiment, je pense qu'il y avait une sacrée place et on le voit là maintenant en plus avec les rumeurs de départ de Porsche, par exemple. Je sais pas, il y a un endroit dans lequel tu peux t'installer de manière durable et faire de la pub et continuer à faire parler de ta marque. Je pense que c'est une occasion manquée pour Lamborghini, vraiment.
Ouais, je suis d'accord. En tout cas, on la retrouvera quand même. En plus, l'équipage est bon, hein, moi je trouve, avec Romain Grosjean, avec Eduardo Mortara et Daniel Kvyat. Enfin, ça donne envie sur le papier. Maintenant, cette Lamborghini, elle a quand même eu une petite optimisation et un petit développement. Ça a Ok. aidé d'ailleurs Ouais. sur la course à Indianapolis. Mais voilà, c'est dommage de faire des développements pour une dernière course potentielle et ne plus avoir d'engagement en compétition, parce que c'est tellement difficile d'engager une LMDH, évidemment. Donc à voir si des équipes pourront de façon privée l'engager, mais comme elle n'a déjà pas montré de choses positives, j'allais dire, suffisamment, bah, ça va pas forcément attirer les foules pour engager une voiture comme celle-ci. C'est clairement, ouais, c'est clairement pas là-dessus en tout cas que je vais mettre une pièce Non, ce week-end. Je vais plutôt aller du côté Cadillac. Mais... on est d'accord. Cadillac ou peut-être Acura et Porsche, hein, parce Ouais. que on sait que sur cette piste, ça peut être vraiment très disputé. Je n'évacue pas complètement les BM, mais je suis pas certain que ce week-end, je peux me tromper, hein, elles soient au rendez-vous pour s'imposer. Elles ont déjà réussi quand même à s'illustrer cette année, donc ça c'est une bonne nouvelle. C'était à Road America, alors peut-être qu'à Road Atlanta, elles arriveront aussi à se distinguer. Donc on le disait en IMSA pour vous rappeler, hein, évidemment, il y a 4 catégories, donc le GTP qui est l'équivalent de l'Hypercar, LMP2, GTD Pro l'équivalent du LMGT3, et puis le GTD qui était l'équivalent du LMGTE AM, si on veut faire le parallèle avec Ouais, le ouais. WEC à l'époque. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà, il y a quand même 4 catégories. On a séparé en GT, en tout cas, les pros et les Mais équipages ouais, composés d'amateurs. leur GTD Pro n'est pas vraiment équivalent au GT3 Non, 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 parce que là, t'as des pilotes pro. Enfin, en GTD Pro, t'as que il n'y des a que pilotes des pro, je pilotes crois. pros. Exactement. En fait, le GTD, c'est l'équivalent du LMGT3, si on veut aller par là. Oui, au global. Mais enfin, je pense qu'en tout cas, c'est la direction qu'il va falloir prendre un jour en Ah, moi WEC. j'aime bien avoir le GTD Pro, hein. Ah oui, voilà, c'est ça, en WEC, Mhm. pardon. J'ai cru que tu voulais dire en IMSA. Non, J'aime bien faudra avoir qu'on ait un des GT3 GTD Pro. Pro. Faudra qu'on ait un GT3 Pro et un GT3 AM, je pense. On C'est le... l'avait, Ouais, mais tu sais, ouais. le problème que le WEC a forcément, c'est le nombre d'engagés. C'est-à-dire que on veut attirer des constructeurs, et d'ailleurs les constructeurs sont attirés. Ils sont engagés à la fois en LMGT3 et en Hypercar, dans un monde absolu, dans un monde idéal, pardon, avec McLaren qui a une voiture en LMGT3 et qui aura une voiture en Hypercar, avec Ferrari, avec voilà, plusieurs constructeurs. Il y a Alpine malheureusement qui n'y a pas, ou Peugeot, mais sinon c'est l'idée. Et donc Ouais. forcément, ben, on est limité en termes de place. Et avec 18 LMGT3, on peut aller peut-être à 20 ou 22, Ok. mais tu vas pas pouvoir séparer les deux catégories. Alors, Je trouve pas que ce soit si, idiot si, 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 si. Moi, je te donne une idée. d'avoir D'accord? LMGT3. Je te donne une Ah, idée. dis-moi. Bah, ça fait plusieurs épisodes où je donne des idées comme ça. Bien, bien, Si bien. on va les consigner et les remettre à la CO, à la FIA. Moi, ce que je ferais de mon petit point de vue, effectivement, tu as raison, la grille est pas extensible. Et en plus, il y a cette logique qui est intéressante de se dire, si tu es constructeur en hypercar, tu as le droit d'avoir aussi une voiture en GT3. La seule exception, je pense, c'est Mercedes. C'est ça, hein, si j'ai bien suivi en WEC, à peu près. Euh, Pour voilà. l'instant, oui, parce que Ford est dans ce cas-là, mais va engager une hypercar, et puis Ouais, McLaren aussi. voilà. Oui, oui, voilà, c'est ça dans l'esprit. Et ce que je pense, ce qu'il faudrait faire, c'est que eh ben voilà, vous avez donc on va prendre l'exemple de McLaren, puisqu'ils vont arriver en hypercar, ils ont les GT3. Vous avez vos deux McLaren en LM GT3, et ben il y en a une qui a le droit d'avoir un équipage full pro, et la seconde, il faut un équipage pro am. Voilà, c'est tout. En Et fait, oui, vu mais que tu as faudrait deux pas que ça voitures par soit constructeur, avoir tu le fais ça. droit. Ouais, mais imagine, tu as des constructeurs qui, eux, ne sont pas avec des envies d'engagement officiel. Parce que quand même, il faut bien le dire, les LMGT3, ce sont des équipes privées qui engagent les voitures. Et il y en a certains qui sont engagés plus que d'autres, des constructeurs, même si c'est en sous-marin. Quel À l'origine, constructeur... l'idée, c'est d'avoir Attends, des clients ok, qui font l'exploitation des voitures. ok, alors prenons... Ouais, non mais j'ai compris, mais on continue avec une exploitation d'équipe privée, mais à Ah, ton avis, quel d'accord. constructeur n'aurait pas envie d'aligner ses pilotes pro? Ce que je veux dire, c'est que chez Porsche, par exemple, enfin, tu leur dis, il y a une de vos Porsche 911, là, vous avez le droit de mettre du pro, je pense qu'ils vont en être très contents. Enfin, ça peut faire que Très de la pub, content. quoi. Ah, mais tu fais quoi? T'as une voiture qui est engagée avec Mante et surtout First Form là, avec Ryan Hardwick, donc lui il Hum, paye. hum. Et t'as les Iron Dames. Tu te sépares de quel équipage? C'est difficile, hein, pour mettre que des pros. Tu vois, Ouais, tu fais pas ouais. un Iron Dames First Form. Donc, je sais pas comment tu fais. C'est Bah, pas c'est si simple peut-être que ça, les. hein. Ouais, bah, peut-être que les randoms seront plus là. Non, mais par contre, tu peux peut-être. Je sais pas, tu récupères Michel Gatting. Peut-être le moment aussi de Ah casser un oui, peu les lignes et peut-être de faire un d'accord. équipage Gatting, Lorraine Heinrich.
Je sais pas moi. Ah oui, on prend. Tu vois? Ryan Guven par exemple, Ouais, qui vient de par gagner le exemple. championnat DTM. Ouais, incroyable. Hein. Si vous avez pas vu les images, le dernier tour du DTM ce week-end qui était Complètement à fou. Hockenheim. Bah ouais. Alors ça, il y a d'autres championnats où c'est pénalité, disqualification totale. Là en DTM, bon oui, il est passé, c'est Ouais. normal. Bah oui, mais alors tu sais quoi, ça m'a redonné envie de regarder le DTM parce Ah que mais cette année, carrément. franchement, Ah mais carrément. avec les GT3, c'était pas foufou. Et puis les changements de BOP entre le samedi et le dimanche, enfin ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Mais par contre, là le spectacle a été au rendez-vous, donc peut-être que l'année prochaine je vais faire un effort à regarder un peu le DTM. Mais moi je reste quand même persuadé que les voitures étaient mythiques hein, dans les années 90-2000, Oui. donc j'ai un peu de mal. Voilà. Putain, j'adorerais qu'on ait les droits du DTM, on le diffuserait, ça serait Moi énorme aussi. ça, sur Twitch. Et on le commenterait surtout. Ah bah c'est pour ça que je voudrais faire ça. Mais je pense que le ticket d'entrée est un peu élevé. Mais ouais, non, voilà, tu vois, moi je On proposerais va leur ça. demander. Moi je proposerais ça et je pense qu'on aurait un... Oui, effectivement, au départ, il y aurait des déçus. Et oui, aussi, ça va faire que plusieurs gentlemen n'auront plus de volant. Les places seront encore plus chères pour Le Mans, certes, mais on va être obligé d'en... Je pense qu'on en arrivera là quand la catégorie Rennes va commencer à s'étioler un petit peu et que les constructeurs vont partir. Quand il n'y aura plus les 3 ok. 963, quand il n'y aura plus les Peugeot ou je sais pas quoi, enfin, peut-être qu'il faudra Ouais, voir ça. peut-être. Et Peugeot Bon, d'ailleurs, on ils va sont voir pas en en tout cas. GT3, c'est dommage. Qui ça? Peugeot. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on verrait Ou bien une Alpine. 308 GT3. Ouais, ou Alpine aussi. Ah C'est non, vrai mais qu'il Alpine, manque, je l'ai dit. Alpine, ils sont pas là. Et ça serait intéressant d'avoir pourtant des GT3 parce que ça peut être mis en place. Pour les Peugeot, je suis pas Ah sûr ouais. qu'il en existe encore des Non, GT3. non. Voilà. Mais cela dit, ça peut être sous la forme d'un autre constructeur. On voit venir, tu vois, Peugeot, ça fait partie du groupe Stellantis, donc pourquoi pas avoir C'est une vrai. GT qui soit d'une marque différente, mais du même groupe. C'est Ça, vrai. c'est quand même tout à fait possible. Bon, Donc revenons, voilà, à revenons aux voir. États-Unis, parce que là on est parti Eh oui, mais un petit peu attends, loin. on est en WEC et en Le Mans, et ben du coup on vient à Petit Le Mans, le Petit Le Mans, avec donc finalement eh bien une épreuve qui va conclure cette saison avec 53 voitures engagées, 12 GTP, 12 LMP2, 10 GTD Pro, 19 GTD. On est quasiment à la capacité maximale qui est de 54 voitures sur cette piste. Donc ça va être costaud avec le trafic. L'année dernière c'était pareil, 53 voitures et une course de 10 heures où on sait que les erreurs se payent cash parce que il n'y a pas tant de dépassement, pas tant de dégagement que ça et il faut perdre le moins de temps possible dans le trafic, sauf que tu sais bien que ce tracé est extrêmement petit et qu'il y a des enchaînements un petit peu, je dirais, comme Silverstone, tu sais, quand tu es dans Maggots Beckett Chapel, toute la première partie du circuit, c'est extrêmement difficile de doubler. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à suivre Ouais, aussi, c'est vrai cette gestion du trafic ou c'est, pas? il y a la première partie du circuit qui est assez technique, très vallonnée. Après, il y a la ligne droite du retour qui, du coup, occupe une grande partie du développement, enfin, est longue en Bah termes oui. de mètres, plus d'un kilomètre, je sais plus quelle est la Et distance puis, exacte, mais elle est vallonnée voilà, et ça aussi. peut être piste de décollage, par exemple. Ouais, alors ça, on va l'évoquer un petit peu après, mais c'est vrai que le tracé, il est intéressant parce qu'il a on peut pas le comparer au 24 heures du Mans, bien sûr, c'est beaucoup plus petit. Non. Mais il y a quand même ce côté et du technique et de la ligne droite avec de la vitesse. Et surtout, c'est un temps autour qui est... ça tourne aux alentours de entre 1,08, 1,10 pour les meilleurs. Donc, Ouais. tu vois, on est vraiment... on est un tiers du Mans, quoi. Enfin, c'est ça le truc, c'est pas un tour en 3,20 ou en 3,30, on est à 1 minute 10, on fait un tour. Donc ça Mais fait c'est que pas ça, mal, ça ça, dis fait que donc. ça, C'est quoi. pas petit Le Mans, c'est tiers Le Mans. Ça, Parce que ouais, 4 km, si tu multiplies par 3, ça fait quasi 13. Allez, Voilà. ça fait 12. Ouais. Et le temps autour, t'as raison, ça fait effectivement un tiers du Mans. Ah, c'est pas mal ça, on va le renommer tiers Le Mans. Bon, par contre, c'est 10 heures ou 1000 miles, donc on n'y est pas Ah oui, exactement. Mais c'est non. très intéressant comme circuit. Et alors oui, bah, si tu veux qu'on plonge dedans sur le côté décollage, Allons-y. ça c'est Ah un bah de mes oui. sujets préférés. Les voitures qui décollent. Parce que Non. Petit Le Mans a été créé en 98, tu l'as dit, Ouais. et c'était une course vraiment à part. C'est-à-dire que Don Panos a eu cette idée d'inventer cette course qui finalement a été les fondations du championnat American Le Mans Series. Ça, c'est C'est ça. la première chose. Ouais, C'est ça. d'ailleurs une Ferrari qui a inauguré le palmarès. C'était une 333 SP victorieuse en 98. Incroyable quand même. Ouais, ça fait le lien avec effectivement les championnats plus anciens. En fait, on était vraiment dans la période fin des années 90 où c'était un sacré merdier en endurance prototype. En GT, on D'accord. recommençait à prendre des couleurs, mais en endurance prototype, les championnats dans lesquels tu pouvais rouler, c'était vraiment très compliqué, peu médiatisé, Oui. ça faisait pas rêver, Alors, quoi. oui, on est d'accord, mais alors est-ce qu'on retrouvait nos petits en GT? Parce que tu avais des LM GT
SP, des GT prototypes. Je sais pas si on retrouvait vraiment nos petits là dans la fin des années 90. Hein. Ouais, alors ça c'est un petit peu après, c'est 99, mais 98, il y avait besoin d'avoir un vrai championnat plus structuré qui apporte un cadre pour faire rouler des voitures comme au Mans. En fait, c'était déjà une espèce de convergence avant l'heure où voilà, fallait arrêter cette scission. En fait, comment dire, les Américains, ils se pointaient au Mans, ils faisaient qu'une fois le voyage au Mans, mais il y avait très peu d'échanges entre les continents, quoi. Il y avait peu de concurrents européens qui venaient rouler aux États-Unis, etc. Donc, la création de l'American Le Mans Series a vraiment permis de développer ça. Donc, c'est marrant que ça soit ouais, c'est un peu un trait d'union avec le passé, quoi, la 333 SP qui gagne. Et après, on a eu une Panos en 99, donc la première édition dans le cadre du championnat ALMS. Et c'est la période où, effectivement, vous avez en tête la Mercedes CLR, faut qu'on fasse un épisode sur elle. Vous avez en tête la Mercedes CLR qui décolle au 24 heures du Mans, bien sûr, en 99. Donc ça, c'est 99. Ouais, voilà. Ça, on l'a, c'est bon. Mais c'était pas la première. Et alors, on l'a avec Peter Dumbrek. C'est pas la première et c'est pas la dernière surtout. En fait, il y a eu 2 envols aussi au Petit Le Mans. Il y a eu en 98 avec Yannick Dalmas, avec une 911 GT1. Et il y a eu 2000 avec Bill Oberlein qui partageait le volant avec Jean-Marc Gounon. Sur une BMW. Alors celui-là, je l'avais plus. Hein. Ouais, sur une V12 là, honnêtement, on en a parlé ensemble. C'est-à-dire qu'Yannick Dalmas, je sais qu'il a vu la mort en face en 98. Mais par contre, en 2000, honnêtement, la BMW qui s'envole, BMW qui avait gagné l'année d'avant au Mans, au Grand Mans, et ben là, en 2000, Bill Oberlein, quasiment dans la même portion du tracé. Lui aussi s'est envolé, il a plus de chance, je pense, que Yannick Dalmas, mais les 2 voitures sont retombées en tout cas sur leurs roues. En fait, c'est juste pour vous donner comme ça ce truc qu'il faut que vous ayez en tête. Peut-être que vous l'avez déjà si vous êtes vraiment fin connaisseur de l'endurance, mais arrêtez, je le fais une fois par an, mais arrêtez de blâmer Mercedes en disant bah oui, ils ont inventé les voitures qui volent, c'est Mercedes Airlines. Oui, d'accord, c'est vrai. Alors déjà, si vous faites ça, ok, pas de problème, mais c'est la CLR qui décolle, c'est pas la CLK, d'accord? Je commence à m'énerver. C'est pas la CLK GTA, c'est la CLR, d'accord? Donc ok, vous pouvez y aller si vous voulez, mais en fait, Mercedes, ils ont juste eu ces décollages devant les écrans du monde entier, enfin à 20h50, quoi, un samedi soir de juin. C'est ça. Donc en fait, on l'a tous vu, c'est passé au JT, c'est passé partout. Aujourd'hui, ça serait sur BFM, sur LCI, sur CNews, ça serait partout. Donc évidemment, c'est celle qu'on connaît le plus. T'as vu, je m'énerve. C'est celle qu'on connaît le plus et qui est la plus passée dans la culture pop. Mais en fait, Mercedes a juste eu ses envols parce que, à l'époque, on était dans une recherche de l'aéro et dans le fait de pousser les voitures dans leur retranchement de manière dingue. Et Porsche a fait exactement la même chose avec la 911 GT1 version 98, qui décolle donc au Petit Le Mans. Et BM, c'est dingue, qui avait fait le choix d'un prototype ouvert, contrairement aux voitures fermées, était aussi à la limite, mais vraiment à la limite, parce que la V12 LMR, c'était très léger et ça avait aussi cette tendance à se délester. Et donc cet envol de Bill Oberlein, il est exactement dans la continuité de celui de la CLR et de la 911 GT1. Enfin, il n'y a pas un constructeur qui a mal fait ses devoirs. Il y a juste Mercedes qui a été beaucoup trop loin, évidemment, et qui n'a pas su corriger, et qui avait une voiture extrême. C'est pour ça que je l'adore. Mais les autres ont été moins loin, mais il y avait quand même des envols, quoi. Bah, il y a eu des envols, alors la seule différence c'est que la Mercedes s'est envolée loin et elle est arrivée dans la forêt, donc ça c'est ce qui fait aussi qu'au Mans tout est plus grand et on va plus vite, mais Yannick Dalmas il était pas loin d'aller dans la forêt aussi, il a eu de la chance de retomber sur la piste et ça se joue à chaque fois, j'allais dire quand tu prends l'aspiration d'une autre voiture. Mercedes pas forcément, quoique si il venait de dépasser un concurrent, mais c'est vrai que tu perds un peu d'efficacité aéro, donc la voiture est délestée, et là il suffit que tu aies, comme à Petit Le Mans, un peu de comment dire, de changement d'élévation, et là ça s'envole, quoi. Donc c'est exactement les mêmes crashs en fait, hein. Yannick Dalmas, Bill Oberlein en 2000, et puis donc évidemment aussi Peter Dumbrek en 99. Il n'y a que Mark Webber finalement où lui c'était le simple dévers, la bosse là avant d'arriver à Mulsanne qui fait qu'il s'est envolé, mais il n'y avait pas vraiment, je crois, de phénomène d'aspiration, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Non mais oui, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer ces envols, mais c'est... Mais c'est fou, hein, 3 années de suite. Ouais, et puis si on veut vraiment être complet sur le sujet, il y a aussi eu de l'Audi R8 qui décolle en essai privé, pas en course. Mais, Oh, le pauvre Michele Boretto aussi qui s'est envolé, mais ça c'était sur une crevaison, je crois. Ouais, exactement. En 2001. Ça. Ouais, c'est ça, il y a en 2001. Attends, avril 2001. Il y en a d'autres aussi. Hein. Et comme tu dis, c'était pas en Mondiovision, mais les Peugeot, les 908, elles se sont envolées aussi. Bien sûr, au Paul Ricard, ça a décollé aussi. Donc
Ah bah Nicolas Minassian, il s'est retrouvé sur la piste Ouais, d'atterrissage de l'aérodrome. Je peux te dire il, que il était sur l'aérodrome, ouais. Donc, enfin voilà, l'Audi R8, ça fait un lien aussi parce que l'Audi R8 c'est apparu en 2000 et Alboreto a décollé en 2001. Certes, il y a une crevaison, donc c'est pas juste de la voiture, un problème de conception, c'est la crevaison. Sauf que c'est arrivé à 300 km/h et la voiture a tellement été dans les airs qu'elle est passée derrière les barrières. c'est ça. Et voilà, et malheureusement, il a été tué. Mais c'est voilà, on est sur une période qui était dingue en termes d'aérodynamique et Bah, de recherche quoi. d'optimisation des voitures. Ouais, ouais. Et voilà. Et quand vous voyez passer une Audi R8, bah, j'ai eu la chance d'en voir, et peut-être que vous étiez là aux 10 000 tours il n'y a pas très longtemps. Il y en avait deux, notamment celle de Aiello Ortelli McNish. Vous pensez pas Ouais. du tout au décollage de voiture quand vous la voyez. Au contraire, vous vous dites, Non. ouah, ça, c'est la voiture référence, plus de 50 victoires, un métronome. Oui, aussi. Mais c'est aussi une voiture qui a eu des décollages. Ouais, tout à fait. Donc en tout cas, il y a eu de gros crashs dans l'histoire de Petit Le Mans, mine de rien. Je me souviens aussi de Scott Sharp qui s'envole en 2009. Alors là, c'est parce qu'il vient taper une C'est Porsche. sublime, ça. Il a Delta Wing en 2012, Ouais. qui aussi, c'est peut-être moins impressionnant, mais enfin quand même, il se retourne, Gunnar Janet, et c'était aussi avec un contact avec une Porsche. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de trafic. C'est vrai que dans cette épreuve de Petit Le Mans, il faut vraiment être vigilant. Le décollage de Scott Sharp, vous pouvez le trouver sur la Oh, chaîne officielle de la LMS, et j'adore parce qu'à l'époque, ils avaient zéro filtre, les mecs. 2009, mais c'était bien. la vidéo elle s'appelle, je l'ai sous les yeux parce que sinon je ne me serais pas souvenu, mais ça commence par un jingle qui dure au moins 20 secondes, et ça commence par Full Contact. En gros, c'est vraiment, regarde, une vidéo de crash. Et c'est génial parce que, enfin, les organisateurs souvent sont quand même pas trop friands de ce genre d'image parce que Non, bah, c'est pas trop ce que tu as envie de retenir d'un événement que tu organises. Alors, dans l'historique, je connais bien le sujet. On est vraiment assez frileux là-dessus parce que c'est des voitures qui coûtent cher, des voitures prestigieuses, des bien gentlemen. sûr. Donc, on n'a pas envie de montrer de la tôle froissée, mais quand il y a des contacts, on les montre. Hein. On n'est pas là non plus pour cacher les choses, mais vous voyez ce que je veux dire. On a quand même un côté un peu, quand même, pas timide, mais voilà, on veut pas trop montrer. En course moderne, c'est pareil, il y a du contact, mais évidemment, on a des règles de prudence de pas montrer quand un pilote, on ne sait pas dans quel état il est. Est-ce Et que pas c'est encore dans. sorti, Voilà, tout à machin. fait. Là, bon, certes, on savait qu'il allait bien, Scott Sharp, mais la vidéo sur YouTube, et je vous mettrai le lien, c'est vraiment full contact, Scott Sharp crash. Et je crois que ça commence avec The Biggest Crash. Les Américains, vraiment, ils en ont rien à foutre. Quoi. C'est génial. Tu Ouais. mets des flammes sur la Ah miniature et bah tout, aujourd'hui, c'est ça serait magnifique. ça. Aujourd'hui, ça serait, on verrait la voiture en train de décoller, il y aurait des flammes derrière, il a vu la mort en face. Et la vidéo est géniale parce que le plan, là on est vraiment dans ce que je préfère, hein. Le plan de caméra, on voit d'abord le demi-train avant qui arrive et ensuite il y a la voiture. C'est-à-dire Ah oui, qu'il c'est a ça. déjà tapé et elle arrive en kit, mais c'est pas les bonnes pièces d'abord. Quoi. C'est la roue avant gauche qui passe et après Scott Sharp il arrive. C'est super. Bon là c'est un décollage mais suite à un contact. Là il n'y a rien à voir avec la conception de la voiture. Non, non, mais c'est incroyable qu'il s'en soit sorti par contre. Ah Hein. ouais. Franchement, on se permet de Ah ouais, rigoler ouais. justement maintenant, mais, Ah bah mais bien la sûr voiture parce était qu'il va en bien. Hein. pièces. Ouais, ouais. C'était assez fou et c'est l'époque là, juste avant que cette course fasse partie de l'Intercontinental Le Mans Cup, l'ILMC. 2010-2011, c'est pour ça qu'on voyait des Oui. Peugeot notamment, des Audi qui venaient. Et il faut bien le dire, je crois que l'année dernière, quand on avait fait une petite présentation historique de Petit Le Mans, on l'avait évoqué, mais c'est toujours bien de le rappeler. En 2012, il faut quand même se rappeler que Petit Le Mans aurait dû être la finale du WEC, mais elle n'a pas été choisie cette piste, au contraire de Bahreïn. Donc ça aurait dû être la finale Ok. du WEC 2012, et peut-être que Petit Le Mans ferait partie intégrante de ce championnat du monde d'endurance depuis 2012. Ça serait logique avec le Grand Le Mans et le Petit Le Mans. Ben, c'est ça qui est Mais c'est dommage, pas c'est le que cas. quand une course fait partie du championnat WeatherTech Sportscar Championship, elle ne peut pas être dans le WEC et inversement. C'est dommage parce que moi je trouve que vraiment ces épreuves elles gagneraient à être. Bon, il y aurait trop de monde en piste, c'est ça le problème quoi. Ah, Et, c'est ça, et, c'est on, et vrai. on l'a vu Parce avec que comme à Sebring. l'époque, Ouais, on l'a vu avec tu Sebring. sais, les 500 miles d'Indianapolis, à l'époque, ça faisait partie du championnat du monde d'endurance de la F1 en 64-5. Championnat du monde Et d'endurance de la là, F1. Attends, qu'est-ce que tu racontes, Anthony? j'ai dit quoi? Non, pardon, j'ai championnat du monde de Formule 1, pardon, excuse-moi. Ok. Oui, j'ai confondu. Quand les grands prix duraient 24 heures, c'est ça? Là, t'as trop regardé. Petite erreur. Franchement, non mais arrête là. Parce que là, si tu te fais ta Aïe, aïe, culture aïe. avec les vidéos de. Vous savez quoi? Moi, je vais vous faire Bon. Qu'est-ce qu'on disait? On, Oui, on bipera. ouais. On bipera au montage. Qu'est-ce qu'on De disait? championnat du monde de F1. Voilà, mesdames et messieurs. C'est Donc, bien. ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait des synergies qui n'existent plus C'est vrai. maintenant. En fait, chacun veut vraiment avoir son championnat à lui, quoi. Et puis surtout, quand on essaye de faire des rapprochements, ça a donné naissance au Super Sebring avec les 12 heures et les 1000 miles.
De ce que j'en ai compris, Oui, c'était pas la même course. Non, c'était pas la même course, mais c'était le même week-end. De ce que j'en ai compris, c'était un succès. Ça avait l'air d'être un succès populaire. Ça avait l'air d'être apprécié aussi par les pilotes. Il y en a qui faisaient les deux. Oui. Moi, je trouve ça un peu dommage, tu vois, d'être sur la même piste et de pas partager la piste en même temps. Bah c'est ça, parce que ce qui est dingue quand même, c'est que dans ce Super Sebring, t'avais la course de Wake qui était là allez, course En support, support. les Américains Ouais. étaient là, ils regardaient comme ça vite fait, et puis la vraie course c'était les 12 heures de Sebring, quoi. Après, je te dis, des retours que j'avais eus, de ce que j'en ai compris, ça avait l'air de vraiment avoir fonctionné en termes de présence sur place populaire et même d'engouement de la part des acteurs engagés. Donc, pourquoi pas, mais ouais, je trouve que pour moi, les 12 heures de Sebring devraient être au programme du WEC, évidemment, Daytona aussi. Enfin, on devrait avoir toutes ces épreuves au calendrier, ça serait incroyable. Ouais, mais ça diluerait peut-être un petit peu l'intérêt aussi, parce que mine de rien, depuis 2014, Petit Le Mans, c'est vraiment le joyau de la couronne pour l'épreuve, enfin le championnat IMSA. Alors j'oublie pas non plus les 24 heures de Daytona qui ouvrent la saison, mais je veux dire, voilà, il y a ces moments forts comme ça Mhm. qui font mine de rien aussi un petit peu oublier les épreuves comme Lime Rock ou Long Beach, malheureusement. Mais c'est un petit peu comme en WEC où on a justement les 24 heures du Mans qui sont vraiment le joyau de la couronne au milieu de toutes ces épreuves. Et qui nous font oublier Imola ou... Non, c'est ça. Ouais. Un peu, malheureusement. Alors, je sais pas ce qu'il faudrait, je sais pas s'il y a une bonne méthode ou pas. Le WEC, mine de rien, je trouve, a trouvé un bon équilibre avec toutes ces courses de 6 heures. Bon, il y a une course de 8 heures aussi, quand même, à Bahreïn, et puis une course de combien 1812 km Mhm. au Qatar. Mais on essaye de plus en plus de faire grandir toutes les courses et donc le championnat en lui-même. Mais d'un autre côté, c'est important d'avoir une locomotive aussi, comme l'est Le Mans ou comme le sont Petit Le Mans et Daytona. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je sais pas, non, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord sur le fait que le calendrier est bien structuré, ça y a pas de problème. Le calendrier du WEC, je parle. Euh, mais par contre, moi, j'aimerais vraiment qu'on brise les lignes et qu'on ait Daytona, Sebring, le Petit Le Mans Ok. au calendrier et qu'on ait. Mais bon, c'est compliqué. On n'est pas dans une période où on peut se permettre ça. Moi, j'adorerais avoir une épreuve de référence aussi, retourner à Suzuka, aller à Kyalami. Enfin, en fait, tu vois, avoir des grands Ah ouais. rendez-vous dans le championnat du monde, ça serait top. Et faire fi des différents championnats. C'est-à-dire que tu aurais le classement du championnat américain avec les concurrents réguliers. Et puis, il y aurait un championnat monde dans lequel participent ceux qui veulent. Et en fait, si tu veux marquer des points, bah, tu dois être présent à toutes les manches. En fait, moi, j'ai un Oh là faire ça là, à ouais, mais alors l'ancienne. là, Enfin, c'est typiquement ce que je déteste dans l'IMSA parce qu'on ouais, va quand je même sais. parvenir sur le barème de points, mais enfin tu gagnes 3853 points quand tu as fait 12 tours. Et non, mais Bah encore là, une fois, on l'avait dit déjà en été. tu vas kiffer ce week-end parce qu'il y a les barèmes intermédiaires là. Ça marque des points au bout de Mais je 4 sais, heures, 8 heures. il y a ça. Après, il y a la Michelin Endurance Cup où tu marques moins de points et c'est plutôt un système européen. Ah là là, je suis pas fan de ça parce qu'on vraiment on s'y perd complètement avec, tu vois, par exemple, Porsche qui est en tête avec Campbell et Jaminet en GTP, devant Nasser Tandy et Henk Vantor, Driss sur BMW. Ils sont vraiment en très peu de points. Ils ont quoi 150 points d'écart les trois équipes, donc ils peuvent encore être champions. Mais 150 points d'écart, en fait, t'as l'impression que c'est énorme, mais c'est pas tant que ça. Et est-ce que c'est tout à fait possible? Oui, il faudrait que Porsche termine 11e et que BM s'impose pour avoir justement 150 points d'écart. Donc en fait, c'est plutôt Porsche qui va se battre avec la 6 et la 7. Mais tu vois, ça te laisse espérer avec ce nombre de points incroyable donné 350 pour le vainqueur. Mais au final, le 10e, il marque 210 points. Je vais te Donc faire, ouais, mais ça sert à quoi? je vais te faire une confession. Les titres, moi, j'en Ah, ai jamais rien eu à faire. Les titres ah de oui? qui? Ah, mais vraiment. En Formule 1, oui, évidemment, qui est champion du monde de F1, qui est champion du monde des constructeurs, ok. Le En, constructeur, je crois qu'on s'en fiche un peu en Formule 1, non? Oui, en plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'en endurance, mais j'en ai vraiment, ça m'a jamais intéressé. Et ça, c'est un Ah, truc où je peux incroyable. vraiment pas trop te le citer. Là, évidemment, là, c'est frais, donc je me souviens de l'année dernière du titre pilote pour les pilotes Porsche et puis du titre constructeur pour Toyota en WEC. Mais vraiment, c'est un Hmm, truc qui ne m'intéresse pas. Et je pense que ça ok. intéresse pas grand monde. Par contre, savoir qui, en tant que pilote, ou quel constructeur a gagné Sebring, Daytona, Le Mans, Petit Le Mans, une Ouais, manche d'accord. hyper importante au Japon, une manche hyper importante en Allemagne, j'en sais rien.
Ça a de la valeur. Ça, Et tu t'en c'est là-dessus que souviendras. tu peux capitaliser. Moi, je pense qu'on Et gagnerait oui, beaucoup plus à capitaliser et ben là-dessus. le problème, tu vois, on parle souvent de l'équilibrage de performance et tout, c'est que le problème, c'est que maintenant, avec cette envie sur une saison de lisser les performances et d'avoir des courses finalement un petit peu plus animées, là je fais le parallèle avec le WEC, ben, en fait, il y a des courses où tu sais que tu ne pourras pas te battre. Ouais, Si tu es ouais. pilote Ferrari à Fuji, tu savais que tu pouvais pas gagner. Donc là, tu vois, on peut regretter peut-être le fait justement que tu puisses pas te battre à armes égales sur toutes les courses, puisque l'idée c'est d'avoir justement un championnat qui soit serré, Ouais. et c'est le cas en WEC, et ça sera le cas potentiellement en IMSA ce week-end. Donc Oui, je tu vois vois, ce il que y a tu deux veux dire. Je philosophies vois ce qui que tu veux dire. s'affrontent. Après, oui, je vois ce que tu veux dire. On parle pas exactement de la même chose, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, je dis juste que par exemple, j'adorerais avoir un championnat où, quand tu as la manche de WEC d'Imola, eh ben, les Cadillacs viennent pas, par exemple, parce que cette manche-là, ils ont pas envie de la faire. Par contre, là, on autorise les Lamborghini, l'Isotta Fraschini aussi. Enfin, tu vois, en fait, Ah ouais. ah ouais, mais Ouais, mais moi, c'est je pas suis à très l'ancienne, stable quoi. sur l'année. Ah, mais non, mais ça serait Ouais, ouais, impossible à gérer. Et c'est c'est complètement à ça. l'inverse de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, où on veut standardiser le truc et avoir une liste des engagés. De toute façon, enfin, ils sont engagés à l'année, donc voilà, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de. Tu vois? Eh ben là, C'est c'est dommage. super intéressant. Je pensais pas qu'on évoquerait ce sujet-là, mais en Formule 1, par exemple, tu l'as dit, les titres de champion du monde, on s'en souvient. Par contre, tu te souviens pas qui a gagné Monza ou qui Oui, a oui. gagné le Grand Prix de Ah, Singapour ouais, les un spécialistes peu, le mais savent quand même. ouais, d'accord, mais enfin bon, ok, Hamilton a gagné 153 fois le Grand Prix de Silverstone, mais en fait, tu te souviens surtout qu'il est 7 fois champion du monde, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais, mais pour les épreuves d'endurance, je trouve que. En fait, si tu veux, contrairement à un Grand Prix qui dure 1h30, une course d'endurance qui dure 12 ou 24 heures, c'est tellement Hmm, emblématique en soi, déjà comme course. C'est ce qu'on dit souvent, tu sais, aux 24 heures du Mans, t'as quasiment la distance d'une saison de Formule 1. Donc, c'est vrai. en fait, déjà, ça concentre tellement. Et puis, regarde, la semaine, ça dure une semaine, Le Mans. Sebring, j'imagine que quand tu es là-bas, ça dure pareil, 3, 4, 5 jours. Enfin, il y a tout un truc quand même énorme autour. Daytona, j'ai eu la chance de le vivre, c'est pareil, il y a une ferveur incroyable. Je pense qu'il faut vraiment capitaliser sur les événements plus que sur le championnat. Mais je te dis, encore une fois, là, quand je dis ça, c'est à contre-courant total de la tendance actuelle, Ben je puisque sais. au Bah, contraire, ils sont en t'es train un de peu comme développer la Ricardo. marque, et puis ils sont en train de développer la marque WEC. Enfin, ça va dans le bon sens, hein, ce qu'ils font. Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Au contraire, je trouve ça très bien, mais c'est pas ce que moi je ferais. Mais c'est ce qui marche. Hein, ils ont raison. Hein. T'es un peu comme Ricardo qui a fait un commentaire justement sous la vidéo, je crois, la semaine dernière, où selon lui, il faut pas chercher à équilibrer les chances de tout le monde avec les slow zones, les full coursiers les équilibrages de performance. Faudrait tout simplifier, et puis ben, on aurait l'incertitude de la course, et tant pis si un même constructeur gagne toutes les épreuves, parce que justement, ben, on serait dans ce côté où tu le dis, voilà, la victoire à Sebring, la victoire à Daytona, la victoire à, je sais pas à quelle course de WEC. Donc bah là, c'est deux philosophies qui s'affrontent, et ce qui est dommage, entre guillemets, c'est qu'il y a des choses qui ont été décidées maintenant, qui vont influer les résultats là, dans cette période-là. Peut-être que dans quelques années, on va changer complètement de philosophie, et donc bah, les palmarès n'auront plus grand-chose à voir, et la valeur va être différente. C'est compliqué quand même, hein, mine de rien, parce que c'est vrai que là, on est plutôt sur la globalité pour avoir une assise sur le championnat, et que les constructeurs soient engagés sur la durée, et non pas des one-shots comme à l'époque, quoi. Mais ouais, après, ce qui est fait, on est en train de sortir complètement du petit Le Mans, mais ce qui est en train d'être fait, en tout cas là, c'est nécessaire pour. Il vaut mieux les avoir, les constructeurs autour de la table, qu'ils soient présents, C'est ça. qu'ils soient engagés, et après, on aura dans un deuxième temps largement l'occasion de discuter avec eux pour leur dire voilà, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ok. Enfin, moi, je pense que c'est ça un peu la volonté qui est derrière. Enfin, les organisateurs, je pense qu'ils sont. Tu vois, le WEC est quand même critiqué par pas mal de gens. Oui, ça ressemble à la F1, c'est de plus en plus fermé, les paddocks, machin. Oui, certes, c'est vrai, on a perdu un peu de proximité. Par contre, on a gagné en qualité de plateau quand même un truc incroyable. Et voilà, avoir cette variété de constructeurs, la F1 ne l'a pas. Il n'y a pas autant de constructeurs présents à ce haut niveau. Non, c'est vrai. Donc maintenant, ils vont avoir un problème de riche, ça va être de conserver ces constructeurs. Et c'est là où, dans un deuxième temps, il va y avoir des discussions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on valorise à fond ce côté titre constructeur? Est-ce qu'on valorise encore plus les pilotes? Je sais pas. On peut trouver des choses, tu vois, le format Hyperpole, par exemple, ça valorise la performance individuelle, etc. Est-ce C'est qu'on vrai. continue dans cette voie? Ou alors est-ce que vous voulez qu'on fasse de la communication par épreuve? Genre, le rendez-vous italien, tac, on en fait des caisses. On fait plein d'activations autour de l'Italie, et vous communiquez sur vos produits en Italie. Quand on est rendu au Japon, pareil, on fait un gros event japonais. Enfin,
tu vois, il va y avoir des discussions là-dessus, je pense, après, sur qu'est-ce qu'on fait de ce calendrier, et qu'est-ce qu'on fait de vous maintenant que vous êtes là, que vous voulez vous engager dans la durée. Tu vois, Ouais, ils je vont comprends. avoir ça, quoi. Ah, c'est dingue, ouais, c'est vrai qu'il y a deux philosophies qui s'affrontent. Moi, je suis très client aussi du titre global parce que ça récompense une régularité. Et tu vois, moi, je me dis, est-ce que Nasser peut décrocher un quatrième titre pilote en Ah ouais. proto, ce qui serait quand même une sacrée performance. Mais pour ça, il faudrait prendre l'avantage sur Mathieu Jaminet et Matt Campbell. Mathieu Jaminet, qui serait le premier Français depuis Simon Pagenaud, depuis 2010, à être vainqueur et champion au général en proto. Donc, à voir ce que ça peut donner, parce que Simon Pagenaud avait été champion avec David Brabham, Waouh. et donc c'était intéressant. C'était pas l'IMSA à l'époque, c'était justement l'ALMS. Et moi, je suis assez client de ça. Faut quand même se souvenir que Christophe Bouchu avait été titré, mais lui, c'était en LMP2. C'était en 2011. Donc voilà, le dernier Français Oh, titré, on waouh. va dire, en proto, c'était Christophe Bouchu. Mais le vrai champion au général, c'était Simon Là, Pagenaud. Donc, espérons. tu nous renvoies à du Ah bah oui, level 5 Motorsport pour Bouchu, je on pense. y est. Exactement. Et pour Pagenaud, Brabham, ça doit être avec de l'Acura, Highcroft ou des trucs comme ça, quoi. C'était pas Highcroft, c'était l'équipe du regretté Gilles de Ferrand. Ah oui, bah oui, oui, Gilles de Ferrand, ouais. Ok. Ouais, là, super, super Qui période gérait. aussi, ça. Voilà. Ah, c'était top. Mais ça, c'était l'ALMS, tu vois, parce que Hmm. sinon, si on parle de titres, on sait que Scott Pruitt avec Jim Ganassi a beaucoup enchaîné les titres, mais c'était en côté Grand Am. Je sais que c'est compliqué. Même là, tu as vu, c'est compliqué pour expliquer. Donc je comprends, je vous comprends, mesdames et messieurs, que l'IMSA est un championnat qui a une histoire un peu particulière. C'était l'autre championnat, l'autre côté, avec les voitures un petit peu moins jolies, hein, quand même, faut bien le dire, en Grand Am, même si je les aimais quand même, hein, mais Ah non, c'était moins il y en a, c'est quand même des sacrées profilé. pièces, hein. Il y en a, c'est des trucs vraiment, vraiment éclatés. Ouais, ouais, Mais c'est marrant parce que le Petit Le Mans, pour refocus sur le Petit Le Mans, comme tu dis, ouais. du coup, c'est une épreuve qui a suivi évidemment l'évolution réglementaire et donc, mais qui l'a suivi, mais qui l'a subi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu les. Ouais, tu vas comprendre ce que je veux dire. Quand tu regardes le palmarès des 24 heures du Mans, il y a quand même une certaine forme de continuité. On a failli avoir un accident de l'histoire avec la LMP2 en 2017. Ah oui, Mais sinon, tout à fait. c'est quand même une voiture de la top catégorie qui gagne. Et il y a quand même une forme de continuité. LMP ou GT, fin des années 90, mais Ah, DLMP. généralement, Petit Le Mans aussi, à part quand il pleut. Ouais, mais non, Petit Le Mans, regarde. T'as les années de domination Audi. Après, t'as les victoires Peugeot. 2012-2013, tu bascules sur des victoires de Lola, de l'équipe Rébellion. Donc, ok, pourquoi pas. Ouais. Bon, Ah, 2014, c'est quand même la grande catégorie. c'est une Corvette DP. En fait, c'est une voiture qui vient du Grand Am, mais vu qu'il y a eu la fusion des championnats, c'est une voiture qui n'avait jamais roulé avant en American Le Mans Series qui s'impose. Bon, pourquoi pas. 2015, il pleut, c'est une Et je Porsche sais. 911. Ah, ok, bon. Ça, c'est incroyable. 2000. C'est la première fois, d'ailleurs, et la seule fois de l'histoire, qu'une GT s'impose au général d'une course comme ça. Je me Bah, souviens, et c'était du Nick Tandy, Petit Patrick Le Mans. Pilet et Richard Litch. J'avais commenté la course sur Motors TV. Ouais, du Petit Le Mans, tu veux dire. Parce qu'il y a eu aussi Daytona où il y a une Oui. Viper qui a gagné au général. Ah, c'est vrai. Mais 2016, tu pars sur une P2 qui gagne. Bon, bon, là, on comprend plus rien, quoi. Et après, on est sur la période des pays. Donc, tu vois, en 5-6 ans, tu passes sur une voiture, une GT, une pure GT 911 RSR, on peut pas faire mieux. Une P2, une DPI, bon, vous allez me dire, c'est presque une P2. Ouais, ouais, bon. Une Corvette DP qui était juste une voiture totalement hors d'âge quand ça roulait. Et une Lola Toyota, enfin, parce qu'elle avait le bloc Toyota que le constructeur a utilisé après, enfin, que Toyota a utilisé en compétition. Bref, t'as vu, en 5-6 ans, le Ouais, c'est vrai. palmarès, il est complètement fou, quoi. Alors qu'au Mans, c'est beaucoup plus lisible, quand même. T'as une progression, quoi. Oui, là, c'est moins lisible. Même si, tu vois, sur l'histoire depuis 98, on voit que les équipes victorieuses à Petit Le Mans, ce sont des équipes qu'on connaît bien. Audi Sport North America qui a gagné 6 fois. Il y avait Ouais, l'équipe Champion qui a gagné 2 fois aussi, toujours sur Audi. Peugeot a gagné quand même 3 fois, si je dis pas de bêtises. ouais. Wayne Taylor Racing s'est imposé, bon, ok. Et puis, après, comme tu le disais, voilà, il y a des accidents un peu plus de l'histoire, j'allais dire, avec Rizzi Competizione Doyle qui a réussi à gagner, avec Tequila Patron Ça fait, ESM qui avait en fait, gagné. ça fait 15 Donc ans, voilà. ça fait 15 ans que le Petit Le Mans, mais comme Sebring ou Daytona, ne sont plus des courses qui nous indiquent qui gagnera les 24 heures du Mans. À une époque, on disait tu gagnes à Sebring, tu Ah, gagneras au Mans. C'était encore un peu le cas pour Sebring. Non, enfin, quoique ça s'est arrêté aussi à cette période-là. Mais tu vois, maintenant, c'est plus. T'as plus de point de comparaison vraiment avec les 24 heures du Mans. Le Petit Le Mans n'a plus cette comparaison avec les 24 heures du Mans. C'est dommage. c'est vrai. Alors qu'à l'origine, c'était quand même un petit peu ça. Bah oui, oui, c'est sûr que c'est dommage. Ben, ça s'explique aussi parce que, comme tu le disais, il y a très peu de LMH
d'hypercar qui décide de venir s'engager en IMSA avec ses petits camarades. Ouais, bah après, ouais, je trouve, moi je misais beaucoup sur Ferrari, mais Ferrari Moi avec les aussi. États-Unis, c'est une histoire compliquée, hein. Ils ont toujours eu une approche marché particulière. Enfin, si on parle du côté produit des voitures de route, des voitures de série, il y a toujours eu cette volonté d'avoir des modèles America, Super America. Enfin, tu vois, avoir une approche sur le sol, enfin dédiée, et pas avoir un programme global. Et là, ils n'ont pas appuyé sur le bouton pour faire un programme compétition, alors qu'il y a une très riche histoire de Ferrari aux États-Unis. Il y a beaucoup d'intérêt. Si on remonte loin, mais bon, avec Kinetti par exemple, ou le Nart, bien sûr, les 333 SP-là, Rizzi Competition, enfin, il y a plein de trucs qui pourraient se faire avec Ferrari. Je suis surpris que ça se fasse pas. Ouais, c'est vrai pour se rappeler de l'histoire. Pourquoi pas, peut-être en 2028, on espère encore pour se rappeler de la première victoire donc de la Ferrari 333 SP. On revient en 2025 donc, on avait fait un petit point après Mosport, une épreuve où on n'avait pas eu de GTP, mais c'était la catégorie LMP2 qui avait été mise Ouais. en lumière. Depuis, en GTP, et après on passera aux autres catégories rapidement, c'est quand même globalement Porsche qui a marqué le pas, même s'ils sont encore en tête et que ça sera vraisemblablement eux qui seront champions. Quand tu vois les derniers résultats de Felipe Nasser et Nick Tandy, 11e, 11e, 12e depuis Watkins Glen, c'est pas glorieux. Mais comme on perd peu de place et peu de points en étant finalement dernier de la catégorie, en fait c'est difficile de refaire son retard quand on est loin. Tu vois, BMW a gagné à Elkhart Lake récemment. Et puis Cadillac, on se demandait s'ils allaient retrouver la victoire. Eh bien oui, Cadillac avec l'équipe Action Express a réussi à s'imposer de nouveau. Donc ça, c'était un beau retour aux sources. Et Cadillac, l'année dernière, ce sont eux qui se sont imposés à Petit Le Mans avec Sébastien Bourdet, Scott Dixon et Ranger van der Zandt, avec une voiture qui avait des feux et des phares qui s'éteignaient, qui se rallumaient, qui se rééteignaient. Ça aurait pu être un drapeau noir et orange ou un meatball, comme disent les Américains. Mais il n'en fut rien. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a eu un très gros début de saison de la part de Porsche, et puis après, Oui. ça s'est effondré. C'est le moment où on y croyait aussi beaucoup. Là, tu vois, je disais il y a quelques secondes que ça fait longtemps que ces épreuves-là ne nous indiquent plus qui va gagner le Mans. Bon, je me contredis un petit peu parce que la bonne forme. Parce que Porsche, quand même. Ouais, la bonne forme qu'affichait Nasser Tandy Vanthoor à Daytona, puis à Sebring, ils ont gagné les deux. En début de saison, moi je voyais quand même vraiment Porsche être très haut. Les courses de WEC nous ont montré que finalement c'est Ferrari qui était plus en forme. Enfin, je rappelle quand même que ça s'est joué à pas grand chose, une quinzaine de secondes aux 24 heures du Mans. Oui. Mais ouais, Porsche, gros début de saison. Effectivement, après c'est un peu tombé. Il y a eu un bon équilibre. Acura en a gagné 2, BM en a gagné 1, Cadillac aussi. Donc là, la dernière timbale a décroché. Cadillac me semble quand même bien dans son jardin. Moi, je miserais sur la numéro 10 parce que c'est celle qui est sur le podium depuis. Le plus fréquemment sur le podium. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, j'aime bien la 40 avec le Deletra et, je sais. et les frères Taylor. Je crois que les deux frères sont sur la 40. Non, mais non, que dis-je? Et on a la passerelle ce week-end à Petit Le Mans. Devine qui sera avec Jordan Taylor et Louis Deletra? Norman Nato. Ah bah voilà. Ok. Incroyable! Puisqu'il roule en Cadillac justement en WEC, on a Norman Nato sur la 40 et sur la 10 on aura Will Stevens. Donc vraiment on a ce parallèle, on a des pilotes qui connaissent bien la voiture, qui roulent avec l'équipe Jota. Moi j'ai été assez surpris de voir que Cadillac en WEC est plutôt assez à l'aise, Oui. surtout sur un tour et en faisant des bonnes qualifs. Et c'est vrai qu'en IMSA, je pense que c'est au vu aussi des différentes neutralisations, des retournements de situation, du fait que les pelotons soient groupés dans la dernière demi-heure, qui fait que Cadillac n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais bon, avec Norman Nato et Will Stevens, c'est vrai que l'équipe Wayne Taylor pourrait peut-être avoir son mot à dire. Ça a été très fort les premières saisons, les Cadillac. Et oui, c'est un petit peu moins fort cette année, mais bon. Ouais, Porsche marche bien sur le championnat. Enfin, ça fait plusieurs saisons. C'est un peu comme l'époque 962 aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Ouais, mais il leur manque le Mans, quoi, toujours. Enfin, Cadillac aussi. Faudra pas oublier quand même. Oh, oui, Cadillac, ils étaient pas loin. Moi, j'y croyais. Ça fait 2 ou 3 ans que j'y crois. Mais bon, avec Jota, pourquoi pas? Peut-être aller l'année prochaine encore. on va retarder l'échéance. Mais on espère pour Sébastien Bourdet parce que là, il va être libéré de Jenson Button. Donc, avec Will Bamber, espérons que le 3e larron soit un pilote de référence. Et normalement, ça devrait marcher pour la 38. Quand même. Bon, ça, c'est en WEC. Petit Le Mans, moi, je m'attends aussi à voir les Acura. Faut pas les oublier avec l'équipage Tom Blomqvist, Colin Braun et Scott Dixon.
Et puis l'équipage, attention, Ranger van der Zandt, Niki Loli et Tristan Vautier qui a été choisi. Alors lui, il est passé de Porsche Proton, qui ne sera pas présente malheureusement ce week-end en GTP parce que la voiture a été largement endommagée à Watkins Glen et je pense que les finances sont pas au plus haut chez Proton. Et donc, eh ben, on a Tristan Vautier sur l'Acura. Alors lui, il aura fait toutes les voitures, hein. Il est en LMP2 en ELMS, il va rouler en Asian Le Mans Series encore en LMP2, il a roulé avec Porsche Proton et il roule avec Acura donc ici dans cette finale. Qu'est-ce que t'en dis de ces venues de pilotes comme ça, voilà, sur cette dernière? Ça fait écho un petit peu à ce que tu Ouais, disais voilà, tout à l'heure. exactement ce que j'aime. Ah bah oui, c'est ça, exactement ce que j'aime. Moi, j'adore voir des listes désengagées où tu rajoutes des noms comme ça qui sont pas des pilotes réguliers de la saison ou qui étaient pas sur la même. Enfin, moi, c'est tout ce que je. Ça Ouais, rajoute de la c'est dingue. complexité, mais c'est exactement ce que j'aime voir, carrément. Bon, et puis on va voir si BMW va être en mesure d'imiter ce qu'ils ont réussi à faire à Elkhart Lake, hein, parce qu'ils ont quand même une victoire cette année. Finalement, BMW, ils ont 3 victoires en IMSA, une par année. À Watkins Glen en 2023, mais c'était sur tapis vert. Indianapolis 2024, mais il y avait de la pluie. Elkhart Lake 2025, là pour le coup, c'était une victoire Tu leur trouves, nette et quasi sans tu leur bavure. trouves Voilà, des, donc des bon. excuses à chaque fois ou des raisons de gagner, ouais. Ben, moi je me dis qu'en 2026, avec l'apport de WRT, normalement, ça devrait être plus Ah oui. serein. Et Voilà. en IMSA et en WEC. Mais là, vu qu'on est focus Oui, IMSA tout aujourd'hui, à fait. oui, je pense D'ailleurs, que ça peut être l'aventure, pardon, mais là, ça peut être l'aventure réussie aux États-Unis pour BMW qu'on attend vraiment depuis des années pour s'inscrire un peu dans la lignée. Alors moi, je fais un lien avec ce qu'il y a de plus ancien, mais avec la M3 GTR, avec certes bien l'épopée sûr. aussi E92. Enfin, oui, ça a réussi aussi un peu plus récemment avec les Z4 ou machin. Enfin voilà, s'inscrire dans cette continuité, là, je pense que ça peut se faire en 2026. Mais au général, quoi. Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on espère en tout cas, parce que WRT a mis les petits plats dans les grands, et on a appris il y a quelques jours, quelques semaines, que ce serait à Charlotte, en Caroline du Nord, que l'équipe serait basée. Donc il y a une équipe qui sera effectivement, enfin une partie de l'équipe aux États-Unis et puis une en Belgique. Les deux nouveaux bâtiments finalement utilisés, on a voilà, mis les choses en place. 40 personnes à peu près seront aux États-Unis, et il y a déjà des recrutements qui ont été largement mis en place. Donc je croirais plus l'année prochaine BMW, d'autant plus que Porsche est en train peut-être de se désengager. Ça, c'est à mon grand regret, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que 2026 sera un peu à l'instar de Lamborghini, avec moins de courses au programme. Je ne sais pas si on peut se permettre de faire ça chez Porsche, mais Ouais, viser peut-être les courses de Michelin Endurance Cup, quoi. il y a des signaux qui laissent penser que ça va se désengager, hein. C'est ce que tu m'as Mm, envoyé, quoi. ouais, Ouais. bah ouais. J'ai l'impression, on a des communications en disant ah quelle voiture iconique, une livrée iconique, une marque iconique. Ah là là, on aime bien Porsche. Bah oui, mais pourquoi on rend hommage? Il n'y a pas de, il y a pas d'annonce là. Ouais, ça m'a pas trop plu entre guillemets, même si c'est très bien de rendre hommage à Porsche évidemment. Mais j'aimerais en voir encore de ces 963, même si elles sont engagées dans des équipes privées, hein, mais un petit peu comme l'année dernière avec Jota, ça pourrait, euh, ça pourrait être Si une ça se possibilité. termine là, quand Donc même, ça voilà. sera un échec cuisant, quoi. Bah, échec cuisant avec Le Ah Mans, oui. mais sinon, ils ont quand même gagné Bah oui. globalement. Ils ont été champions du monde de WEC, ils ont été champions de IMSA. Là, ça sera peut-être une deuxième ou troisième couronne consécutive Ah bah là, oui, mais pour c'est Porsche. ce que Donc, enfin, oui. échec cuisant avec les Non mais 24 heures voilà, du Mans, mais c'est oui, tout. Mais pardon, finalement, ce que je voulais dire, oui, t'as raison de eh préciser. oui, Ce que je veux dire, c'est que s'ils abandonnent maintenant, ils auront tout gagné sauf Le Mans, et ça serait vraiment, quand je voulais dire échec cuisant, ça veut dire un abandon peut-être au pire moment, dans le sens où putain, normalement, ils font preuve d'abnégation et enfin, ils vont les chercher, quoi. eh oui, Et une Porsche prototype qui gagne pas Le Mans, c'est pas arrivé. Donc, ça me surprendrait, en fait, que ça arrive. Mais c'est j'ai vrai. l'impression qu'on en est pas loin, effectivement. Ah là là, quel dommage, mais c'est vrai que ça serait incroyable de se dire que toutes les Porsche ont gagné au Mans, sauf cette 963. On n'en était pas loin cette année, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, Lorenz Vanthoor sera dans l'équipage de la 7 ce week-end à Petit Le Mans, et dans l'équipage de la 6, ce sera Julien Lower avec Mathieu Jaminet et Matt Campbell. Franchement, l'équipage, il a entre guillemets de la gueule, Ah bah, hein, sur clairement, la clairement. 6. Ferrari, eux, et les deux, ils sont top, hein. Donc là, la 7 aussi, hein, avec Philippe Nasser, Nick Tandy et Lorenz Vanthoor. Mais voilà, je pense que Porsche Penske peut s'imposer ce week-end au général. Maintenant, pour la course, je ne suis pas certain.
même si en termes de balance de performance, des ajustements techniques ont été faits et la Porsche a une réduction de poids de 6 kg et un petit peu d'augmentation de puissance. Donc voilà, on a aussi ces débats-là en IMSA avec l'équilibrage des performances. Donc on verra ce que ça donnera en catégorie GTP. Je voulais revenir sur la catégorie LMP2 avec Cocorico. On a parlé d'Alpine la semaine dernière à Fuji qui avait gagné au général. C'est l'équipe TDS qui s'est imposée récemment à Indianapolis et ça faisait la 3e fois consécutive que TDS Racing s'imposait justement à Indianapolis 2023, 2024 et 2025. Ok. Donc c'est assez sympa. Bon, nos amis américains aiment bien donner des petits surnoms aux victoires, aux enchaînements, etc. C'est le three-peat, comme ils disent. Bon, je crois pas que ça ait autant d'impact de gagner à Indianapolis que de gagner à Daytona, Sebring ou Petit Le Mans, mais en tout cas en LMP2, ils ont fait le travail. Et je pense que l'équipe de Xavier Combet et Jacques Morello pourrait donc peut-être se souvenir de belles choses comme en 2012 par exemple où TDS avait réussi à gagner en LMP2 justement Petit Le Mans dans le cadre de l'European Le Mans Series. Donc voilà, je pense qu'en LMP2 ça va être assez intéressant et le titre au général se joue entre TDS, entre également l'équipe AO by TF et puis, enfin AO Racing pardon, et puis l'équipe Riley. Donc ça va être intéressant à suivre. Je crois qu'il y a aussi United Autosport qui est pas loin dans le match. Ouais. Tu vas suivre un petit peu Non. le LMP2 Non, ou tu me laisses d'accord, ok. non, mais par contre, je sais D'accord. qu'en LMP2, il y a ce que t'aimes bien, le Jim Truman Bronze Cup. Ah oui, ah bah évidemment, Donc voilà. ça c'est Bah important. oui, non, mais je sais, c'est Mais tu sais que important. c'est important, Bah, pourquoi? parce que c'est une Parce que invitation c'est pour Le une Mans. place. Exactement, avec les pilotes qui sont des pilotes donc bronze, pilotes gentleman. Ça peut être encore PJ Hayet qui Ouais. décroche le trophée, le sésame, et mine de rien, ça avait de l'importance parce que PJ Hayet s'est imposé aux 24 heures du Mans en catégorie LMP2 Pro Am. Donc ça a quand même quelque chose d'important. D'ailleurs, l'équipe AO Racing va avoir une livrée Ah oui, j'ai vu spéciale ça, ce j'ai vu week-end. ça. Ah, quand même, voilà. Les squelettes de Rexy et Spike. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin pour AO Racing? C'est incroyable de faire une livrée comme ça. J'ai pas compris pourquoi on avait fait une livrée Y a squelette. pas un lien avec Halloween? Ah, Pour le mois d'octobre? je sais pas. Ouais, non. Ah, Tu fais peut-être. pas, Ah tu oui, fais je n'ai même pas, pas tu fais pensé pas à ça, tu Halloween, vois. toi. T'as pas des gosses qui viennent chercher des bons becs à la porte? Eh non, non. Ouais. Je suis pas dans la mouvance. Non, mais alors peut-être que c'est ça. J'ai même pas pensé à cette chose-là. Mais bon, les livrets sont assez sympas, mais on va voir. En tout cas, PJ Hayet est leader de la catégorie Jim Truman Bronze Cup Oui, devant Daniel Goldberg oui. pour l'équipe United. Et donc Gar Robinson, troisième pour l'équipe Riley. Steven Thomas et TDS partent un petit peu plus loin, donc je pense quand même que ça va se jouer entre United et AO Racing pour le gain de cette place aux 24 heures du Mans en juin 2026. Et le Bob Atkin Bronze Cup, Ah, parce ça, qu'on c'est y pour est et le que j'aime bien. GTD, ça. Exactement. Pour l'instant, on a une égalité parfaite. Oh là là, le suspense est insoutenable entre Brendan Iribe et Auré Fidani. Donc, à voir si c'est Auré Fidani qui, encore une fois, sera invité au Mans ou est-ce que Brendan Iribe pourra, comme en 2023, jouer la pole position peut-être en catégorie, parce qu'il avait mis quand même la McLaren de l'Inception Racing en pole position de l'édition du centenaire. C'était pas mal du tout en GT3. Donc à voir si la Ferrari désormais de l'Inception Racing sera en mesure en GTD encore une fois de faire de belles performances parce qu'en GTD c'est assez serré même si c'est serré pour la deuxième place parce qu'en tête en GTD c'est déjà fait pour l'équipe Winward avec Russell Ward et Philippe Ellis avec cette Mercedes qui a largement dominé la situation et qui possède plus de 200 points d'avance donc normalement le titre voilà, sera confirmé. Et est-ce qu'ils vont faire une victoire? Ça, c'est encore autre chose. Mais on a moins de choses à dire sur la catégorie GTD, même si on a beaucoup d'engagés. 19 ce Ouais, c'est la week-end. catégorie la plus Mais fournie. ouais, mais moins à dire parce qu'on la suit moins en fait. C'est vrai que sur les derniers instants, c'est toujours un petit peu décisif et donc on suit la bataille dans les derniers tours. Mais c'est plutôt la catégorie GTDP qu'on suit, la catégorie GTD Pro et LMP2 dans une moindre mesure, quoi. Bah là, t'as vu, je te laissé dérouler sur les classements, les points Bah, au je vois. championnat. Et je te l'ai dit, c'est pas ma passion, quoi. Moi, je préfère me focus sur qui va gagner cette course-là. L'enjeu du championnat, vraiment. Alors que pourtant, il est important, puisque, comme tu Ouais, l'as dit, ça détermine des invitations, notamment. Ça peut conditionner des places aux 24 heures du Mans. Enfin, je sais que c'est hyper important, mais ça me passionne pas.
Ouais, je comprends. Et puis attends, LMP2, t'as des vainqueurs des 24 heures du Mans qui seront présents parce que t'as quand même Niklas Nielsen qui va rouler pour la voiture de chez AF Corse, la 88. Pas sûr que ça aille très loin avec la famille Pérez-Companc, mais bon, on va voir. Bah, je sais pas, non, mais le pauvre Niklas Nielsen, là, si tu Je veux, sais pas si tout il seul il est. va parvenir à compenser. Ouais, Compenser l'équipage de Louise et de Mathias. Oui, ouais, je sais ouais. pas. On verra. Je suis plus confiant sur l'équipe AO Racing, par exemple, avec PJ Hayed, Dan Cameron et Johnny Oui, Edgar. oui. Plus confiant avec l'équipe Inter-Europol, tiens, avec Tom Dillman. Même si ces deux équipiers sont un peu légers, je dirais. Bijoy Garg et Jeremy Clark, c'est pas Oh, forcément ça a les déjà meilleurs. gagné pourtant, ça, cette saison, en début de saison, non? Ils ont pas une. Bah, grâce à Tom, Oui, oui, oui. Ah, bah grâce à oui, Tom à Tillman. Sebring, ouais. Mm. Mais ouais, ouais, bon, après on va voir s'il est en mesure, Tom, pour rendre hommage à son papa. Ça serait génial de pouvoir s'imposer à Road Atlanta et de pouvoir faire triompher l'équipe Inter-Europol. Cette année, il n'y aura pas de titre, en tout cas, malheureusement. C'est vrai que ça a été moins facile. Il n'y avait pas de Nick Bull comme pilote bronze, et c'est vrai que Nick Bull, c'est un pilote bronze, mais qui est assez jeune et qui a du rythme, donc voilà. Et puis on a un ancien pilote de F1. On l'avait pas forcément cité parce qu'on n'a pas parlé Ah, de vas-y. l'IMSA, mais depuis Indianapolis, on a Logan Sargent Ah oui. qui a fait son retour. Il avait pris sa retraite et puis finalement il est revenu hein, avec l'équipe PR1 Mathiasen Motorsport. Donc à voir ce que ça peut donner, mais je pense que c'est important pour lui. Voilà, il va se relancer et il va peut-être avoir une belle carrière en Bon, c'est endurance, pas le pourquoi pas. seul ancien pilote de F1, mais oui, pigiste, tu veux dire. Pietro Fittipaldi sera là aussi, Euh, bien ouais, sûr. bah, oui, Pietro enfin, on peut Fittipaldi, même faire Sébastien Bourdet. Nasser, Will Stevens, Kevin Magnussen. Ah oui, mais je parlais en Ah, LMP2 pardon, moi. pardon, ok, ok. Sébastien Bourdet qui sera avec l'équipe Tower Motorsport. Ça serait tellement bien pour Sébastien qu'il puisse gagner Petit Le Mans encore, j'allais dire, parce que il a déjà en catégorie réussi à s'imposer ici à Petit Le Mans. Donc voilà, il s'était imposé en 2024 au général avec la Cadillac. Il reste sur une victoire, donc Sébastien Bourdet. Ça serait sympa qu'en LMP2 il puisse un petit peu venger, on va dire, le début de saison où la voiture avait été disqualifiée des 24 heures de Daytona. Yes. Bah écoute, voilà, les enjeux. Tu les as très bien posés, c'est parfait. T'as vu, et en GTD Pro, on va dire que c'est assez serré entre la Corvette de Ouais. Garcia et Sims, la Ferrari avec l'équipe Conquest de Eric Bachelard, le propriétaire, et Albert Costa. Ce serait génial qu'ils puissent jouer la victoire. Derrière, par contre, ça va être compliqué pour Rexy avec Klaus Barler et Lorin Heinrich qui sont très loin cette année, là, finalement. Quatrième à plus de 200 points. Normalement, ça ne devrait pas le faire. Et puis Sébastien Priot et Mike Rockenfeller qui restent sur une victoire à Indianapolis. Alors ça, c'est assez intéressant à noter parce que cette voiture en GTD Pro, bah, elle a réussi à s'illustrer. C'est une Ford Mustang, oui, Ford Mustang, donc qui a réussi à gagner en IMSA. Comme quoi, tout arrive. Avec ouais, la 64, effectivement. Avec les numéros qui rendent hommage au programme Ford, non? C'est ça? Ah oui, 64, c'est vrai. 65, c'est pas les victoires au Mans, mais c'est Bah oui, mais c'est ça, c'est c'est les années vrai. d'engagement de Ford. Ouais. Mm. Donc pourquoi pas voir une petite lutte entre Ferrari, Corvette et arbitré par Porsche parce que c'est possible de s'imposer hein, à Road Atlanta. Porsche finalement avec l'équipe AO Racing, j'ai l'impression qu'ils visent les grandes courses. Ils se sont imposés à Sebring et puis ils ont terminé sur le podium à Mosport. Ouais, Donc voilà, à voir si ça pourrait être une troisième victoire cette saison et une troisième dent dorée pour Rexy après la victoire à Long Beach aussi. Donc bon, à voir, il y a moins d'enjeux, j'allais dire. Je pense que le titre va quand même globalement arriver dans le groupe GM, mais faut voir avec la Ferrari de Conquest Racing si ça peut fonctionner. faisons une transition, sauf si tu veux ajouter quelque chose, mais faisons une transition peut-être sur nos rubriques récurrentes maintenant, l'actu et la question. Mais oui, tout à fait, évidemment. J'ai dit Conquest, pardon, c'est l'équipe Dragon Speed hein, en GTD Tu Pro, peux vous dire ce m'en que voulez tu pas, veux. Tu peux parce dire qu'il ce que tu roulait. Non, mais il roulait avec Conquest, c'est pour ça, l'année dernière, et j'étais resté sur l'engagement de l'équipe d'Eric Bachelard. Je voulais le saluer, voilà, le pilote belge, l'ancien team manager belge, justement, en IndyCar, en IRL, etc. Donc voilà. Mais à culpa, c'est bien l'équipe Dragon Speed qui peut quand même décrocher le titre en GTD Pro avec cette Ferrari 296 GT3. Décidément, il gagnerait tout, Ferrari, si il y avait un titre en GT. Après, ce qui va arriver normalement en WEC, c'est pas encore sûr, cela dit, en hypercar. Bon, alors, donc, c'est quoi ton actu? Bah oui, c'est vrai que ce sont des catégories et des rubriques qui plaisent
Et surtout la top question. Oui, Après, voilà. je vais pas effectivement dire le contraire. Mais voilà, on a essayé d'être un peu finalement exhaustif. On a parlé un peu de Petit Le Mans et beaucoup d'autres choses. Mais on va parler de nos actus respectives. Alors qu'est-ce que tu fais toi cette semaine, ce week-end, Geoffroy tout simplement, toi qui es revenu du Portugal ce week-end. Eh bah, retour du Portugal, donc week-end prochain, tranquillou, je vais regarder le petit Le Mans. Repos, d'accord. Cette semaine, il y a mon petit résumé dans Auto Hebdo. Résumé évidemment de la manche Estoril Classics, donc, puisque j'étais là-bas pour les commentaires, Ouais. que vous pouvez retrouver dans Auto Hebdo. Et puis je suis mobilisé en coulisses, on va dire. Ça c'est du travail qui se voit pas, mais je bosse aussi dans une autre discipline sur le Tour de Corse historique. Donc là, Oh, ouais, sympa. voilà, on passe sur un autre truc, mais voilà, je travaille avec via Classic Media, puisqu'on est mobilisé là-bas sur place. Julien Ergo, qu'on a reçu plusieurs fois ici et qu'on recevra à l'avenir, Bien sûr. est en Les Corse. épisodes historiques Ouais, est notamment. en Corse, et moi je bosse, j'interviens à distance pour quelques petites missions, donc voilà, c'est ça mon actu. La semaine dernière, j'en avais parlé aussi, on avait parlé du livre Le Spotting Guide sur la 250 GTO. Ah, Tu sais, où j'ai incité alors les gens. est-ce que ça a marché? Ouais, bah, j'ai incité les gens à aller voir, et si ça les intéresse, à commander. Alors, je sais pas si c'est l'effet Endurance Club, non, c'est pas. Si, Bon, ouais. évidemment. Mais l'objectif a été atteint, donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on va recevoir les exemplaires pour ceux qui ont commandé. Parce que sinon, tu sais, ils sont pas obligés quand il y a un Kickstarter, si ça se finance pas, ça va pas au bout. Il reste encore 10 jours, donc vous pouvez largement encore commander votre exemplaire. Mais c'est une super nouvelle, ils ont atteint l'objectif, donc ça va lancer la série. Donc bah voilà, écoute, mon actu c'est ça. Et puis semaine prochaine, j'aurai normalement d'autres articles qui vont arriver. Donc j'en parlerai en temps et en heure. Voilà. Toi, c'est quoi ton Bien actu du sûr, coup? bien évidemment. Ah, alors mon actu, moi, c'est que malheureusement, je ne pourrai pas commenter Petit Le Mans. Je regarderai attentivement et on fera un débrief la semaine prochaine. Mais je serai à Albi Ok. pour les camions, la finale du Grand Prix Camion, où c'est assez serré aussi. Il y aura pas mal de choses à suivre et ça va être assez intéressant. Voilà, je vais passer de Dijon à Albi. À Dijon, c'était un super événement, le Dijon Motors Cup. C'était la 12e édition. Il y avait énormément de passionnés qui étaient présents. Et d'ailleurs, si vous en faites partie, eh ben, on vous remercie. J'ai eu 2-3 échanges très sympathiques avec des fans de l'Endurance Club et je vous remercie. J'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde, mais j'ai entendu effectivement que l'Endurance Club vous plaisait. Donc merci pour ces retours. Et voilà, on échangera la prochaine fois, promis. Mais en tout cas, c'était un gros week-end. Malheureusement, il a un petit peu plu, donc voilà, ça a un petit peu gâché quelques roulages, on va dire, mais il y a eu un hommage rendu par René Arnoux à son pote Gilles Villeneuve, puisqu'il a roulé dans la 312T, qui était voilà, une voiture mythique évidemment, qu'il le reste. Parce qu'on se souvient tous en 79 à Dijon, en Formule 1, de l'affrontement entre la Renault de René Arnoux et la Ferrari de Gilles Villeneuve. Donc c'était assez sympa. Et puis bah donc du coup, je vais passer à Albi et je pense que la météo sera un petit peu différente. J'espère qu'il va faire Ouais. beau à Albi dans le sud pour cette grande finale de la saison 2025 du championnat de France Camion. C'est un championnat vraiment qui... on parlait de Petit Le Mans, tu sais, qui était avec 53 engagés ce week-end sur les 54 maximum qui sont autorisés sur le circuit. Et ben en championnat de France camion, au Mans on a 29 camions, on peut pas en avoir plus. À Albi on en aura 26, on peut pas en avoir plus. Donc on est à la Les grilles sont capacité pleines. maximale Ok, bah c'est une bonne des nouvelle, ça, circuits. c'est super. Les grilles Ouais, sont ouais. pleines. Exactement. Et les pilotes sont motivés et les fans sont nombreux. En plus, il y a un podium à Albi qui est génial parce que c'est au milieu du paddock et ça, franchement, bah, c'est une ambiance toute particulière. Donc voilà, je vous encourage, si vous n'êtes pas loin d'Albi, si vous êtes dans le sud, à venir passer une petite tête. Je sais qu'on est loin de l'endurance, mais pourquoi pas, si ça vous plaît, les compétitions de passionnés et des compétitions où ben, c'est bon enfant dans le paddock. Et ben voilà, pourquoi pas découvrir les compétitions camions. Passons à la question, à la Ah, top question. ah oui, oui, oui. Je veux absolument un top question parce que là, on a eu beaucoup de retours et beaucoup de bonnes réponses. Donc je Il vais s'en vous frotte citer les mains, il s'en évidemment. frotte les mains. Je m'en frotte les mains. Donc voilà, c'est parti pour la top question. Bon, ça, c'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup ce petit jingle. Là, ça me remet dans l'ambiance des années 90. Alors, Je suis prêt à vous dire que Schumacher est en tête de la course. alors, du coup, bah, il était dépassé par Jacques Villeneuve à l'extérieur au dernier virage à Estoril. Oui, mince. Ah là là, c'est en T'as vu, 96. je développe ma culture F1 du coup en allant sur différents Ah bah circuits. oui. Voilà.
Maintenant, ça y est, j'ai des images que toi, t'as en tête depuis 20 ans, mais ouais, ça y est, je les ai, c'est bon. Question, alors la semaine dernière, déjà, faisons le point sur les résultats de la semaine dernière. Ah, alors, la question était beaucoup trop facile, hein. Je te l'avais dit en off, j'en étais sûr. Vous êtes trop forts, mesdames et messieurs, et merci pour votre soutien et vos messages. Donc voilà, n'hésitez pas à justement proposer plein de choses. On avait une question concernant un numéro, puisque c'était la 100e course du WEC, et une voiture a porté le numéro 100 une seule fois dans l'histoire du WEC. C'était laquelle et à quelle course? Et quelle était la raison? Alors vous avez tous trouvé que c'était la Ferrari 488 du Valkenhorst Racing en 2023 qui avait réussi cet exploit. Je ne sais pas si c'est un exploit, mais qui avait le numéro 100. Elle avait terminé 8e de la catégorie LMGTE AM avec Andrew Arianto, Chandler Hull et Jeff Seagal. Tu vois, ça fait le lien avec l'IMSA et les États-Unis. Et on se demandait pourquoi c'était arrivé cette course-là, qui est tout simplement l'édition du centenaire des 24 heures du Mans. Exactement. En 2023. Ouais. Eh bien, c'est la raison. En fait, ça paraissait simple. Je sais qu'on a eu quelques réactions en disant moi, je vous dis que c'est la raison, mais je pense que ça serait trop facile. C'est Eau Rouge Racing qui nous a dit ça. Ben non, c'est vraiment la raison. En fait, ils ont décidé de rendre hommage à cette épreuve en étant sélectionnés. Ils ont pris le numéro 100 en honneur au centenaire des 24 heures du Mans. Donc c'était une seule fois dans l'histoire du WEC depuis 2012, mais comme l'a dit Maximilien, qui lui aussi a trouvé la réponse, tout comme 24H Panos 81, Cédric Templet, Nico RST et Fensis 5, vous avez tous trouvé la bonne réponse. Et Maximilien me disait, mais c'est pas la seule fois qu'on a eu un numéro 100 quand même en endurance. Et ben non, c'était pas la première fois, et je vais citer également, donc aux 24 heures du Mans, les autres fois où on avait le numéro 100, c'est pas arrivé souvent, cela dit. Il doit y avoir une Aston Martin DBR9, non, il n'y a pas un truc comme ça, genre BMS. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement, en 2007, avec Fabio Babini, Jamie Davis et Matteo Malucelli. Je suis pas dégueu. Je crois que c'était en lien avec. Non, mais je crois que c'était en lien avec le manufacturier de pneus, si je dis pas de bêtises. Il y avait Ouais, je crois qu'il y avait un anniversaire à fêter ou quelque chose comme ça, ou un nombre de courses particulier. En tout cas, c'était en 2007, donc Aston Martin. T'en as d'autres ? Et avant, est-ce que tu l'as ? Au Mans ? Il y a eu 2 autres fois. En tout, il y a eu 4 fois en WEC. Vas-y. Au Mans, ouais. Enfin, 4 fois en WEC, 4 fois au Mans. Vas-y, dis-moi les années. 85 et 86. Là, c'est costaud. 85 et 86. Alors 85, c'était une Chevron B62 de l'équipe Bartlett, avec Richard Jones, avec Max Cohen-Olivar et avec Robin Smith. Bon, ils avaient abandonné assez rapidement, mais ils avaient le numéro 100. C'était la première fois de l'histoire des 24 heures qu'on avait le numéro 100, donc en 85. Tu vois, donc finalement, c'est pas mal. 85, 2025, on a aussi l'anniversaire, tu vois, ça fait 40 ans. Et puis 86 avec la WM, moteur Peugeot, la P85 avec Roger Dorchy, avec Claude Aldi et Pascal Pessiot qui avaient bouclé 300 tours et qui avaient terminé 3e de la catégorie C2 avec le numéro 100 sur cette WM. Voilà les 4 fois au Mans où on a eu le numéro 100. Pas mal ça, au moins on a complété la question avec de nouvelles anecdotes. Ouais, tu vois, j'avais que l'Aston, ouais. Ah, tu vois, donc bon, c'était pas la première fois aux 24 heures, mais c'était la première fois et la seule fois pour l'instant en WEC. Bon, je te propose pour cette question de la semaine de rester dans l'édition du centenaire. Je sais qu'on est à Petit Le Mans, mais on va revenir au Grand Le Mans avec l'édition du centenaire qui voyait 2 autres voitures qui avaient une particularité. Alors, est-ce que je rends la question facile ou pas ? Comme tu veux. Bon, oui, évidemment que je vais vous faciliter la tâche. Dites-moi pas que c'est trop facile, mais elles avaient une particularité, ces 2 voitures, ces 2 autres voitures auxquelles je pense, au niveau des numéros toujours. Et j'aimerais savoir quelles sont les particularités qui, justement, caractérisent ces 2 engagements. Sur l'une d'entre elles, d'ailleurs, c'est pas que le numéro. Il y a aussi autre chose. Il y a 3 choses qu'il faudra me dire. Les voitures spécifiques qui ont une particularité et une 3e petite chose sur l'une des 2. Voilà. Allez. Je sais pas si je suis assez clair. Si, c'est très bien. C'est très bien. Et en fin d'année, on va essayer de faire ce que Vincent nous a donné comme idée ou comme Cédric. Voilà. Peut-être d'avoir des petits partenariats et des cadeaux. On va voir selon les résultats. Je dis tout de suite non, parce que déjà les classements ça m'intéresse pas. Alors là, s'il faut faire un classement de qui a eu les bonnes réponses, ça je vous laisserai. On fera un Discord s'il faut, je vous laisserai gérer. Alors là, ouais d'accord. Bon. Ou alors on fera un tirage au sort. Ouais non. Là, après les partenariats, oui, ça dépend que de vous. Ça dépend que de nous aussi, mais ça dépend que de vous aussi. Vous commentez, vous partagez, vous likez cet épisode.
16 épisodes. C'est vrai. Et plus on sera nombreux dans l'Endurance Club, plus on pourra justement aller chercher des partenaires. Nous, on n'a rien contre le fait d'être sponsorisé et de devenir le Endurance Club by Booba Gump, Booba Burger. Donc, non mais voilà, on s'en cache pas, le naming, le naming, j'ai un peu de mal. Mais bref, peu importe, je rigole, naming, mais trouver des sponsors, en tout cas, ça dépend d'un élément. Bah, c'est l'audience, hein, c'est le nombre de personnes que l'on touche. Donc nous, c'est vrai. Et pas que, il y a aussi la qualité c'est ce que j'allais dire. Nous, on fait pas la course à l'audience. Hein. On est là pour partager avec vous. En fait, je pense que vous avez capté, on est sur une conversation entre deux potes et vous êtes invités à nous écouter, donc c'est cool. Donc, oui. Si on n'a pas de partenaire pendant les 10 prochaines années, c'est pas un problème. Hein. On n'est pas là pour faire ça. Après, si ça arrive, on sera bien content de ça. Donc. Ah on sera content. Ouais. On fera gagner des goodies et on fera gagner des petites choses. Et surtout, moi, ce que j'ai en tête, hein, quand même, je vous le dis depuis quelques épisodes, c'est de vraiment créer ce club, quoi, que ce club existe vraiment et qu'on se rencontre, comme j'ai eu l'occasion de vous rencontrer au Mans, que j'ai l'occasion de vous rencontrer à Dijon. Enfin voilà, moi, ça me plaît vraiment de faire partie de ce club et de cette famille que vous appréciez. Et voilà, la famille de l'endurance est là. Donc, merci pour vos commentaires, votre soutien. Sur place ou sur les réseaux, n'hésitez pas, comme le disait Geoffroy, à en parler autour de vous et puis mettre des petites étoiles. Hein, c'est toujours pas mal. Le pouce bleu, je crois, en fait, et les boosts. Ouais, pour être sur YouTube, pour être découvert par de nouveaux auditeurs, parce que vous pouvez pas, même si c'est une grande famille, effectivement, les fans d'endurance, vous connaissez pas tous les autres membres de la famille, donc non, normal. Pour qu'ils nous découvrent, en fait, les podcasts sont poussés, sont suggérés en fonction s'ils sont appréciés. Et comment l'algorithme juge si vous appréciez, c'est uniquement le ratio entre le nombre d'écoutes et le nombre de likes ou de commentaires. Donc en fait, voilà, si vous avez apprécié cet épisode et si vous aimez l'ensemble de notre œuvre, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit abonnement. Ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Mais moi j'aime bien aussi quand vous nous témoignez votre soutien. Voilà, en vrai ou pas d'ailleurs, donc voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas que dans la recherche des étoiles et des likes, mais plutôt dans le partage de la passion. Mais ça, je pense que vous le comprenez depuis maintenant 79 épisodes, parce que oui, on va bientôt approcher de la 80e émission de l'Endurance Club, ça sera la semaine prochaine. Okay. C'est pas mal. Hein. Numéro utilisé par l'écurie Écosse, 79. Ah, bien. Écurie Écosse qu'on va forcément évoquer bientôt parce qu'il se passe des choses. Justement, il y a eu des news dans l'univers de l'endurance. Donc voilà, on fera un petit point là-dessus. Mais la semaine prochaine, ça sera IMSA, donc résumé de ce qui se sera passé à Petit-Le Mans. Et puis, on partagera aussi quelques infos sur l'épreuve de LMS qui aura lieu à Portimao, au Portugal, puisque ça sera à moi d'aller au Portugal, tout simplement dans une semaine et demie. Voilà, je me suis lancé dans l'accent, vous me direz s'il est bon ou pas, hein, mais obrigado en tout cas. Ça va cancel l'épisode, là, ça tenait bien, jusque ça fait 1h15 que ça marchait, mais là du coup, ça y est, c'est le... Ah là là. Alors que je les adore, mes amis portugais, ils sont super et je suis trop content de se retrouver aux alentours de Cascais et pas de Cascais, de Portimao et de la région de l'Algarve. C'est vrai que Cascais, c'est plutôt Estoril. Ouais, exactement. Toi qui es, on peut le dire, enfin, tu communiques peu là-dessus, mais quand même le seul membre du fan club français de Thiago Monteiro, j'imagine que ça te fait plaisir d'aller au Portugal. C'est vrai, je ne sais pas si je suis le seul membre français parce que Thiago est très apprécié. Je vais bientôt avoir un épisode de Trajectoire avec lui, j'y crois et je le veux. Donc voilà, mais j'espère par contre le sortir bien avant celui de Maxime Martin qui est encore en cours de montage. C'est vrai, j'arrête. Vous le savez en fait que je suis jamais allé le voir. Je suis jamais allé le voir en fait. C'est une IA qui a fait l'extrait de Trajectoire. Non, si promis, en plus il est génial. Il aura 60 ans le pauvre quand il va sortir l'épisode. Mais en plus il m'a envoyé un message, je vous l'avais dit, je sais plus, il y a 2 mois ou 3 mois. Bon, tu le sors quand là? Parce que je m'impatiente. Et c'est pas le seul d'ailleurs, non, mais je m'excuse, enfin excusez-moi en tout cas, auprès de vos pilotes préférés, de vos ingénieurs, de vos mécaniciens préférés. Les épisodes doivent sortir, mais voilà, j'ai été un petit peu pris par le temps. Mais promis, on va y arriver, mesdames et messieurs, tous ensemble, parce que c'est notre projet. C'est surtout toi là, qui doit faire le montage et les publier. Ah pardon. Là, c'est plus nous. Ah oui, c'était mon projet en fait. Ah ouais, c'est mon projet. Bon, d'accord. Bon, merci en tout cas, Geoffroy. C'était un plaisir. On est encore une fois concentré vers Petit-Le Mans pour cette finale donc de l'IMSA. Et on va se régaler, je pense. En tout cas, quand on va se régaler, la course sera à suivre sur Automoto, la chaîne. Et nous, on se retrouve aux alentours de mercredi prochain. Voilà, pour une petite preview de l'ELMS, mais surtout un débrief de cette 28e édition, seulement, j'allais dire, de Petit-Le Mans. Mais voilà, ça commence petit à petit
à progresser. Et on espère une victoire française et des titres français, comme Alpine nous l'a montré à Fuji et comme Peugeot était monté sur le podium. Franchement, Mathieu Jaminet, s'il te plaît, Mathieu, un titre pour conclure cette saison 2025. Ce serait pas mal, ça, quand même. Ah, et je remettrai une Marseillaise si jamais il gagne. Ah, très bien, je l'attends avec impatience. Merci Geoffroy, merci à vous toutes et tous, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Endurance Club. En tout cas, vous savez où se retrouver, c'est toutes les semaines. Si vous voulez faire partie du club, de cet Endurance Club, c'est sur les plateformes et sur YouTube. À la semaine prochaine, Geoffroy.